Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être venus ce soir. Merci à l'Université de Bretagne Sud pour l'invitation. Je suis très contente de pouvoir venir vous parler ce soir de mes recherches. Alors avant de commencer, je vais juste rapidement parler un tout petit peu de mon parcours. Je travaille sur l'écologie des oiseaux marins. J'ai mis marin entre parenthèses parce que depuis que je suis à Rennes, je travaille aussi un peu sur d'autres espèces d'oiseaux qui ne sont pas des espèces marines. Et les grandes questions qui m'intéressent, c'est quels sont les impacts des changements environnementaux sur les oiseaux. Je m'intéresse aussi à leurs mouvements. Donc beaucoup des questions qui m'intéressent, je leur mets des petits appareils comme des GPS sur le dos pour savoir où est-ce qu'ils vont et comment ils se déplacent. Et puis j'ai aussi une forte attirance vers les pôles. Donc je vais vous parler ce soir des oiseaux marins de l'Arctique et plus précisément de l'espèce sur laquelle j'ai travaillé pendant ma thèse. Et quand j'étais étudiante, j'ai eu la chance de faire un hivernage en Antarctique. C'est ça qui m'a donné un peu le goût de travailler sur les pôles. J'ai fait ma thèse à l'université de Montpellier avec David Grémier et Jérôme Faure. Ensuite, j'ai fait 2 années d'ATER, c'est attaché temporaire d'enseignement et de recherche, à l'université Pierre et Marie Curie, maintenant Sorbonne Université, et à l'université de La Rochelle. Et ensuite, j'ai fait un post-doctorat en Norvège à l'Institut polaire norvégien à Tromsø. Et puis depuis 2022, je suis enseignante-chercheuse du coup à l'École normale supérieure de Rennes et je suis rattachée au laboratoire EcoBio pour mes recherches. Et côté enseignement, j'enseigne dans le cycle pluridisciplinaire d'études supérieures sciences, environnement et société. C'est une formation qui a été créée il y a 3 ans à Rennes. C'est un intermédiaire entre une classe préparatoire et une licence classique. Et à Rennes, c'est un partenariat aussi avec l'École normale supérieure de Rennes. Donc c'est l'Université de Rennes, lycée Chateaubriand et ENS de Rennes. Et moi, je fais les cours d'initiation à la recherche dans ce cadre-là. Voilà un peu sur mon parcours et du coup là ce soir je vais vous parler plus précisément de mes travaux de thèse qui portent sur un oiseau marin qui s'appelle le mergulin que je vais vous présenter juste après. Alors pourquoi s'intéresser à l'Arctique ? Dans le cadre du réchauffement climatique, en fait on se rend compte que le réchauffement il n'est pas uniforme partout à la surface de la Terre. Ici, vous avez une carte qui vous montre les anomalies de température si on regarde la période 2010-2024 comparée à 1950-1980. Et en gros, plus c'est foncé, plus le réchauffement est important. Et du coup, vous voyez que c'est pas complètement homogène à la surface de la Terre. On voit que les continents, notamment, se réchauffent plus vite que les océans. Et on voit aussi que tout en haut, on a une bande rouge. Donc c'est parce que l'Arctique se réchauffe beaucoup plus vite. Les mesures disent que c'est à peu près 4 fois plus vite que le reste du monde. Ça, c'est une autre figure qui permet de voir la même chose. En fait, vous avez l'anomalie de température sur l'axe des abscisses et la latitude. Et du coup, on voit que l'anomalie de température, elle est beaucoup plus importante aux hautes latitudes. Et du coup, dans l'hémisphère nord aussi. Du coup, c'est intéressant quand on veut s'intéresser aux effets du changement climatique d'aller voir ce qui se passe là-bas parce que ça va plus vite qu'ailleurs dans le monde et du coup, ça peut nous donner des idées de comment ça va se passer ailleurs. L'un des gros changements qui se passent en Arctique, c'est la disparition de la banquise, ou la diminution en tout cas de la banquise. On pourrait appeler ça une boucle de rétroaction, c'est-à-dire que plus il fait chaud, moins il y a de banquise, et moins il y a de banquise, plus il fait chaud, parce qu'en fait, la surface blanche de la banquise, ça va refléter les rayons du soleil et les renvoyer vers l'atmosphère, alors que si on remplace ça par une surface d'océan, où il n'y a plus de banquise, ça va être une surface foncée, et ça va absorber l'énergie solaire. Et du coup, cette absorption d'énergie solaire, ça provoque un réchauffement, et ça amplifie en quelque sorte le réchauffement en Arctique. Donc sur cette carte ici, vous pouvez voir le trait orange, ça représente l'étendue moyenne de banquise sur les années 80-2010. Alors 1980, en gros, c'est les premières images satellites qu'on a de la surface de la Terre, et c'est ça qui nous donne vraiment des données précises sur la glace en Arctique. Avant ça, on n'avait pas vraiment de mesure précise de la quantité de glace en Arctique. Et du coup, si on prend la moyenne de 80-2010 et sur l'image, on voit les données du minimum de glace en 2024. Donc c'est l'année
2025, je ne sais pas si c'était plus faible que 2024, mais bon, c'est une des années où ça a été le plus faible. Et donc vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de zones sur le côté là où il y a beaucoup moins de glace qu'avant. Sur le petit graphique de droite, on peut voir la diminution de la banquise. Donc c'est le minimum chaque année, c'est en septembre. C'est la période où il y a le moins de glace. Et ça permet d'avoir une idée des évolutions temporelles de cette glace. Et on voit que ça a fortement diminué dans les années, autour des années 2000-2010, et que la diminution elle est un peu plus faible maintenant. Et ça, ce changement, c'est dû surtout à l'âge de la glace. En fait, quand cette diminution a été rapide, c'est qu'on a perdu des glaces qui pouvaient avoir plusieurs années. Et aujourd'hui, on a davantage de glace qui est âgée d'1 an, en fait. Il y a une dynamique de glace qui a changé. Et de manière générale, il y a du coup de moins en moins de glace en Arctique. Une autre chose qui est importante quand on s'intéresse à l'écologie, c'est les polluants. Et il se trouve que l'Arctique, c'est un endroit où il n'y a pas beaucoup d'activité humaine, mais malgré ça, il y a beaucoup de pollution. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des courants atmosphériques et des courants marins qui vont concentrer la pollution en Arctique. C'est par exemple le cas du mercure, comme vous pouvez le voir sur cette image. Le mercure, c'est produit par les activités humaines, donc plutôt dans les zones où il y a de fortes concentrations de population, en Europe, en Amérique du Nord. Et puis ensuite, c'est transporté par les courants atmosphériques et aussi un peu par les courants marins. Et on en retrouve des concentrations élevées en Arctique, même s'il n'y a pas d'activité humaine, ou peu d'activité humaine à ces hautes latitudes. C'est aussi le cas pour les microplastiques, par exemple. C'est pas des microplastiques qui sont produits en Arctique pour la majorité, c'est plutôt des microplastiques qui viennent d'ailleurs, mais qui sont emmenés par les courants marins jusqu'en Arctique. Et on retrouve beaucoup de microplastiques en Arctique. Alors, en tant qu'écologue, quand on étudie les écosystèmes, on a envie de savoir quels sont les impacts de tous ces changements sur la biodiversité. Ici, c'est une représentation de l'écosystème arctique, du réseau trophique en Arctique. Donc on a vu qu'il allait y avoir des pertes d'habitat avec la disparition de la banquise. Il y a certaines espèces qui utilisent la banquise pour se déplacer, pour se reproduire. Donc ça va changer la dynamique pour ces espèces. Le fait que certaines espèces disparaissent, on a aussi d'autres espèces qui vont arriver. Si les températures sont plus clémentes, par exemple, il y a des espèces qui vont pouvoir se déplacer vers le nord. Donc tout ça va perturber, va modifier les écosystèmes qu'on connaît actuellement. Et puis il y a aussi les polluants qui viennent perturber ces écosystèmes. Du coup, les espèces sur lesquelles je travaille, moi, c'est les oiseaux marins. Et en fait, c'est des bons indicateurs de la santé des écosystèmes pour différentes raisons. La première, c'est qu'ils sont plutôt en haut du réseau trophique. Du coup, on peut imaginer que toutes les perturbations qui vont avoir lieu plus bas dans la chaîne trophique vont se répercuter sur les oiseaux marins. Et puis, l'autre chose qui est pratique quand on est scientifique, c'est que les oiseaux marins, ils se reproduisent dans des colonies à terre. Et du coup, c'est des espèces qui vont aller se nourrir assez loin en mer, échantillonner une grande partie de leur zone d'alimentation, enfin des zones où ils vivent, et puis ensuite revenir tous se reproduire au même endroit. Et du coup, c'est assez facile d'aller les étudier pendant leur période de reproduction à la colonie. En tout cas, c'est beaucoup plus facile de faire ça que si vous travaillez sur les poissons, par exemple, et que vous devez aller pêcher des poissons en mer. Il faut avoir un bateau, il faut se déplacer sur des zones qui peuvent être très étendues. Ça peut être des espèces qui sont beaucoup plus difficiles d'accès. De même, pour les mammifères marins, ils ne se reproduisent pas forcément en grosses colonies. Ça peut être sur la banquise ou dans des zones difficilement accessibles. Donc voilà, les oiseaux marins, c'est vraiment des espèces entre guillemets faciles sur lesquelles travailler et qui vont échantillonner une grande zone des endroits où ils vivent dans l'océan. Alors l'espèce sur laquelle j'ai travaillé pendant ma thèse et sur laquelle je vais parler maintenant, c'est le mergule nain. Alors ça ressemble à ça, et ça c'est leur chant. C'est des oiseaux qui font à peu près la taille d'un merle. Pour vous donner une idée de la taille, ils sont juste un peu plus trapus, ils n'ont pas la longue queue du merle, mais c'est à peu près la taille d'un merle.
ils sont très rigolos, ils sont très sociaux et en train de discuter sur leur rocher. Et ils ont un chant qui est un peu comme un rire, donc c'est assez rigolo de les observer. Et ils font partie de la famille des alcidés. Alors les alcidés, c'est la famille des pingouins. Alors, je vais peut-être juste faire un petit rappel pour la différence entre pingouin et manchot, parce que souvent on confond. En fait, quand ça ne vole pas, c'est des manchots, mais souvent on se trompe et on appelle ça des pingouins parce qu'en anglais ça se dit penguin. Et quand ça vole, en gros, c'est des pingouins. Et les manchots, c'est dans l'hémisphère sud, sauf les manchots des Galapagos qui sont juste au-dessus de l'équateur. Et les pingouins, c'est dans l'hémisphère nord. Alors en fait, pingouin au sens strict en français, c'est l'espèce qui s'appelle pingouin torda. Il y en a en Bretagne, et donc c'est celui que vous voyez au milieu, et ça vole. Et il y avait aussi le grand pingouin, qui est une espèce éteinte, qui, elle, ne volait pas. Et en fait, les manchots et les pingouins, ils sont adaptés à la même niche écologique, mais il y en a qui ont évolué dans l'hémisphère nord et d'autres dans l'hémisphère sud. Et cette niche écologique, c'est d'aller pêcher des poissons en plongeant. Et du coup, leurs ailes ont des adaptations pour pouvoir nager sous l'eau. Alors, tous les alcidés, sauf le grand pingouin, ils étaient capables à la fois de voler et de nager. Et le grand pingouin, il était tellement adapté à la nage qu'il avait perdu la capacité de vol. Et c'est ça en fait qui fait qu'il a été éteint. C'est parce qu'il était du coup très facile à chasser, comme il ne pouvait pas s'envoler quand on le chassait. Donc il a été chassé jusqu'à l'extinction à la fin du 19e siècle. Et du coup, c'est vraiment des adaptations similaires avec les manchots, qui eux ont également perdu la capacité de voler et ils sont vraiment adaptés à nager sous l'eau. Donc le merguelin, c'est le plus petit de la famille des pingouins. En anglais, il s'appelle Little Hawk, ça veut dire le petit pingouin. Et c'est vraiment de la même famille que le macareux, le pingouin. Il y a les guillemots aussi, que vous connaissez. Ils sont tous présents en Bretagne, ceux-là, sauf le merguelin. Pourtant, c'est l'oiseau marin le plus abondant de l'Atlantique Nord. Ça, c'est aussi une petite vidéo de la colonie. Donc ça, c'était juste pour vous montrer qu'il y en a beaucoup. C'est une colonie au Groenland-Est de laquelle je vais vous parler plus tard. Chez nous, quand on le voit, il fait la une des journaux. Ça, c'était il y a 2 ans. Il y en avait un qui était visible à Douarnenez. Et comme c'est pas très courant, il a eu le droit d'avoir sa photo dans le Télégramme. Et plus généralement, c'est ici que vous pouvez voir son aire de répartition. Donc toutes les colorations marron ou jaune, c'est les colonies, les endroits où ils sont pendant la saison de reproduction en été. Et toute la partie orange, c'est là où ils se trouvent en hiver. Donc il y en a vraiment très peu vers chez nous. Il peut y en avoir qui hivernent en mer du Nord, qui parfois se perdent un peu et arrivent sur les côtes bretonnes. Ils se reproduisent dans des grandes colonies comme ça. C'est souvent des très grands pierriers. Et ils vont faire leur nid dans des terriers. En fait, c'est pas vraiment un terrier creusé, c'est qu'ils vont se faufiler entre les cailloux et puis trouver un endroit pour pondre un œuf. Donc ça ressemble un peu à ça, l'entrée des terriers. Au milieu, on voit qu'il y a des petites flèches qui ont été dessinées pour se rappeler où est-ce que l'oiseau rentre. Donc c'est vraiment... ils se faufilent entre les cailloux. Et ils vont pondre un œuf par an. Donc si ça ne marche pas, ils ne refont pas une deuxième ponte. La saison de reproduction est très contrainte par le climat. Donc là, vous avez un poussin qui doit avoir une dizaine de jours. Et il y a un petit problème de... Voilà. Et il y a un truc qui est pratique aussi quand on les étudie, c'est qu'ils vont ramener la nourriture pour leurs poussins dans une poche sous la langue. Vous pouvez voir que le mergule de gauche, il a sa poche qui est remplie, et celui de droite, il a sa poche qui est vide. Et ça nous permet de facilement échantillonner la nourriture qu'il ramène à son poussin. En fait, on a juste à lui ouvrir la bouche et à prélever délicatement le plancton qui s'y trouve. Et c'est beaucoup moins invasif que d'autres méthodes qu'on pourrait utiliser pour d'autres espèces. Donc ça ressemble à ça, ce qu'ils mangent, c'est du plancton.
Et les espèces principales, c'est surtout des copépodes, donc ce que vous voyez en haut. C'est ça la majorité du régime alimentaire. Et il y a quelques autres proies qui sont parfois aussi trouvées dans leur régime alimentaire. On sait que quand il y a de la banquise qui est disponible, ils aiment bien aller chasser là-bas et trouver leur proie là-bas. Ça, c'est deux colonies du Svalbard. C'est un archipel qui est au nord de la Norvège. Et des tracés GPS de mergules. Et on voit qu'à chaque fois, ils vont de leur colonie à la bordure de la glace pour chercher leur nourriture. Alors, les proies qu'ils aiment chasser dans la glace, il y a les Apherusa glacialis, c'est les petits amphipodes que vous voyez à droite. Eux, ils vivent directement sous la banquise. L'image qui est au-dessus, c'est le dessous de la banquise, et vous voyez que ça a une couleur un peu verte. C'est parce qu'en fait, il y a des algues qui vont pousser sous la banquise. Et donc, ces Apherusa glacialis, c'est des espèces qui vont se retrouver, qui vont manger ces algues-là. Et ça, c'est des proies qui sont très bonnes pour les mergules parce qu'elles sont très riches en lipides, notamment. Donc, elles vont avoir une forte valeur énergétique. Et puis, il y a aussi des copépodes qu'on va retrouver plus dans les milieux où il fait froid. Donc, les copépodes, en fait, il y a 3 espèces principales qui vont être mangées par les mergules nains. Et elles sont classées par ordre de température, de celles qu'on retrouve le plus au nord à celles qu'on retrouve le plus au sud. Donc les Hyperboreus, c'est des copépodes qui sont très gros et qu'on va retrouver vraiment dans les eaux froides. Et puis Finmarchicus, c'est une espèce qui est plutôt tempérée et qu'on va retrouver à des températures un peu plus élevées. Mais les 3 se retrouvent dans le régime alimentaire du mergule nain. Et on sait aussi que le mergule nain, il mange ses proies une par une. Du coup, on imagine bien que s'il y a un réchauffement du climat, il va être confronté à des proies plus petites parce que on va trouver seulement celles qui aiment les températures plus élevées. Et du coup, potentiellement, il n'aura peut-être pas assez à manger parce qu'à chaque fois qu'il mange une proie, il y aura moins de lipides, notamment, pour sa nourriture. Donc ça, c'est une des questions qui nous intéresse, c'est de savoir comment ils vont se débrouiller, les mergules, face à ces changements. Et du coup, on va s'intéresser à 3 aspects. Donc, je vais vous présenter du coup mes travaux de thèse. C'était vraiment la question principale de savoir comment ils sont impactés par les changements environnementaux en cours. Et la première partie, c'était sur la période de reproduction. Ça va concerner la nourriture qu'ils vont chercher, où est-ce qu'ils vont se nourrir, et est-ce que ces impacts-là, ça se répercute sur la croissance des poussins et la condition corporelle des adultes. Ensuite, on regardera ce qui se passe pendant la période d'hivernage, c'est-à-dire la période où ils ne sont pas à la colonie, mais où ils sont en pleine mer. Et puis, on s'intéressera aussi à la contamination par les microplastiques des mergules, donc voir comment les polluants peuvent aussi impacter cette espèce. Alors, si on s'intéresse à la période de reproduction, la première chose qu'on va regarder, c'est le comportement de recherche alimentaire. Et notamment, qu'est-ce qui va se passer s'il y a une réduction de l'étendue de la banquise? Alors, basé sur les travaux qui existaient déjà sur cette espèce, la première hypothèse qu'on peut faire, c'est qu'en fait, malgré les petits changements climatiques qu'on peut observer, on va retrouver quand même un comportement plastique chez le mergule, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore à des températures qui font qu'il ne va pas être capable de trouver assez de nourriture. Donc l'idée, c'est que l'étude préliminaire qui existait déjà avant ma thèse, c'était ce travail qui était fait sur 3 colonies différentes, une au Groenland-Est et 2 au Svalbard. Et c'est des colonies qui ont des conditions de température différentes. Celle du Groenland-Est, vous avez ce courant froid qui descend le long du Groenland et qui amène des eaux arctiques vers le sud. Et du coup, elle a des conditions qui sont très froides comparées aux autres colonies. Et au Spitsberg, l'archipel du Svalbard, vous avez le courant chaud qui est en fait le Gulf Stream qui remonterait jusque-là, qui va réchauffer les eaux. Du coup, la colonie qui a les conditions les plus chaudes, c'est pas très intuitif, mais c'est celle qui est tout en haut, Kongsfjorden. Et la colonie d'Hornsund, elle a des conditions intermédiaires parce qu'il y a un courant froid qui contourne l'archipel vers le sud. Et donc, en fait, c'est une étude qui a été faite la même année, mais sur 3 sites différents, qui permet de voir comment les mergules s'en sortent avec 3 conditions climatiques différentes. Et l'idée de ma thèse, c'était au lieu de regarder ce qui se passe à 3 colonies différentes, c'était de regarder ce qui se passe à un endroit donné
mais sur une période de temps longue où on a naturellement des variations climatiques. Et l'autre chose aussi qu'on savait sur le comportement de recherche alimentaire, c'est que je vous ai dit tout à l'heure que quand il y avait de la glace, ils aimaient aller se nourrir là où il y a de la glace, mais il y a aussi quelques colonies qui se portent bien et où il n'y a pas de glace accessible. Donc ils sont capables de trouver de la nourriture et d'élever un poussin, même lorsqu'il n'y a pas de glace à proximité. Donc notre hypothèse, c'était que pour l'instant, ils allaient être capables d'avoir un comportement plastique et de s'accommoder des conditions qu'ils allaient rencontrer. La deuxième hypothèse, c'était sur le régime alimentaire. Donc je vous ai dit qu'il y avait des copépodes plus ou moins gros en fonction de la température et qu'ils avaient des proies qui étaient associées à la glace. Donc on s'attend, s'il y a moins de glace, à ce qu'il y ait du coup moins de proies associées à la glace. Et puis, on s'attend à ce qu'il y ait davantage de Calanus finmarchicus, la plus petite des espèces, parce qu'on sait que son aire de répartition est en train de remonter vers le nord. Et donc, potentiellement, il y en a déjà un petit peu dans le régime des mergules, mais potentiellement, on s'attend à en avoir plus si la température augmente. Et puis, notre troisième hypothèse, c'était que le succès reproducteur et la condition corporelle des mergules, à ce stade, n'étaient pas encore impactés par les changements environnementaux qu'on pouvait voir. Pour les personnes qui ne sont pas biologistes, en fait, le succès reproducteur et la condition corporelle des oiseaux, ça nous permet de savoir comment se porte la population. En gros, c'est ce qu'on appelle la fitness en anglais ou la valeur sélective en français. Enfin, ça nous donne des indices de cette valeur sélective. Et en gros, un individu qui a une bonne valeur sélective, il va pouvoir avoir beaucoup de descendants. Et potentiellement, une population qui se porte bien va avoir des valeurs de succès reproducteur et de conditions corporelles qui sont plutôt élevées. Ça veut dire que ça va bien, en gros. Donc, en gros, pour nous, ces valeurs-là, c'est des indices de valeur sélective et de est-ce que la population va bien ou pas, pour faire court. Et si on se base encore sur l'étude qui a été faite sur les 3 sites, ici on a la température de la surface de la mer, donc ça nous donne une indication de est-ce que les conditions elles sont plutôt froides ou plutôt chaudes. Et dans l'axe des ordonnées, on a la condition corporelle des adultes, et on voit qu'il n'y a pas d'impact de la température de surface pour ces gammes de température-là sur les conditions corporelles des adultes. Donc là, l'idée, c'était de voir sur une colonie donnée, est-ce qu'on allait avoir des variations en fonction des variations environnementales à une colonie donnée. Alors, les sites dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est principalement la colonie du Groenland Est, qui s'appelle Kapö ou Ukalekartek. Ukalekartek, c'est le nom en inuit. Mais il y a quelques images qui viennent aussi du Svalbard. J'ai travaillé dans les 2 colonies. Alors, la colonie du Groenland, c'est un suivi qui est fait par l'Institut polaire français, enfin un programme de l'Institut polaire français, dont sont responsables mes 2 directeurs de thèse, et qui existe depuis 2005. Et au Svalbard, c'est des suivis qui sont faits par l'Institut polaire norvégien, notamment, sur plusieurs colonies. Donc oui, moi je vais surtout vous parler là de la colonie du Groenland Est. Et cette colonie, elle est intéressante. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a ce courant est-groenlandais qui amène des eaux froides de l'Arctique vers le sud. Et ça amène aussi de la glace. Et en fait, à la latitude de notre colonie, il y a des années où on va avoir la banquise qui descend jusque-là et d'autres années où la banquise va s'arrêter plus au nord. Donc ça nous permet d'avoir naturellement des variations de glace au large de notre colonie d'études. Et on va utiliser du coup les variations interannuelles de conditions environnementales. Donc là, c'était les années d'études dont je disposais pour les travaux que je vais vous montrer. On avait des données de 2004 à 2015. Et puis on a différents paramètres, donc la concentration en glace, la température de surface de la mer, le vent ou le mercure. Et on voit qu'il y a des variations. Là, je vais surtout vous parler des variations des concentrations en glace. Mais en fait, vous voyez que c'est assez corrélé aux variations de la température de surface de la mer, puisque quand il y a moins de glace, l'eau est en général plus chaude. Et avant de vous parler des résultats, je voulais aussi vous montrer quelques images du terrain au Groenland, que vous puissiez un peu vous plonger dans
dans le côté sympa de la vie des scientifiques. Donc ça représente à peu près, moi je vais en général un mois par an sur le terrain, et le reste du temps je suis devant mon ordinateur à analyser les données ou en cours pour faire cours aux étudiants. Donc ça c'est des terrains que j'ai fait 3 fois pendant ma thèse, et la première aventure c'est d'aller là-bas pour aller au Groenland Est. Quand moi j'y suis allée, en tout cas, il fallait passer par Copenhague, ensuite prendre un avion pour aller au Groenland Ouest, et ensuite reprendre un avion pour retraverser le Groenland dans l'autre sens. Et puis une fois qu'on arrive là-bas, en fait, l'aéroport, il n'est pas juste à côté du village. En fait, notre colonie, c'est le point rouge, et c'est pas très loin du village qui est le point jaune. C'est le village d'Itokortormit. Et l'aéroport, c'est le point bleu. Et du coup, les gens, quand ils arrivent en avion, ils sont ensuite transportés en hélicoptère jusqu'au village. Et nous, on était transportés en hélicoptère directement jusqu'à la colonie d'études. Donc ça, c'était un des hélicoptères qui nous amenait. Et quand on arrive, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est la vue de la colonie qu'on a depuis l'hélicoptère. Et vous pouvez voir, en fait, la colonie, c'est vraiment le milieu de la montagne, au-dessus de la zone qui est un peu verte. Et si vous avez de bons yeux, vous pouvez voir aussi qu'il y a une cabane à peu près ici, là. Et on a la chance de pouvoir utiliser une cabane qui appartient au village. C'est une cabane qui sert aux chasseurs, mais qui n'est pas utilisée pendant l'été, donc ils nous laissent l'utiliser pendant l'été. Et à l'intérieur, ça ressemble à... alors oui, l'aéroport, il est juste derrière ces grandes montagnes-là. Et l'intérieur de la cabane, ça ressemble à ça. C'est vraiment une cabane qui est utilisée par les chasseurs. Vous pouvez voir en haut, il y a un cadre. C'est un cadre pour faire sécher les peaux de phoque. Et puis, c'est une cabane où il y a un photographe qui avait fait un travail sur les chasseurs inuits et qui avait fait une petite exposition. Donc, vous pouvez voir, il y a plein de cadres parce qu'il y avait une petite exposition photo dans la cabane. C'est assez spartiate. On dort sur des matelas de camping et tous dans la même pièce. Mais c'est confortable, il y a un poêle pour se chauffer. Les paysages, ça ressemble à ça. On peut voir des icebergs, il y a aussi des grandes montagnes, beaucoup de mergules. Comme vous avez vu, ils sont très nombreux. Oui, j'ai pas dit, les estimations, c'est 40 à 60 millions de mergules. Et c'est l'oiseau marin le plus abondant de l'Atlantique Nord. C'est une zone où il y a des ours polaires aussi, donc on doit faire attention. Notamment, quand on sort, on doit toujours avoir un fusil avec nous. Même si on sort juste pour faire pipi, il faut qu'on prenne un fusil. Et puis, on doit toujours être en veille permanente. On ne peut pas lire un livre dehors, par exemple, parce que si on est trop concentré sur le livre, on peut oublier ce qui se passe autour et se faire attaquer par un ours. On avait un chien aussi qui nous était prêté par les gens du village, qui était censé aboyer si jamais un ours s'approchait. En pratique, ça marchait pas trop, mais c'était sympa d'avoir un chien avec nous. Et puis la colonie, donc ça ressemble à ça. C'est un grand pierrier avec plein d'oiseaux. Quand on travaille dedans, ça ressemble à ça. C'est vraiment très pentu. Il y a des pierres qui bougent aussi, donc faut être un peu à l'aise dans les cailloux. Et puis, notre travail, ça consiste à soit surveiller des oiseaux qui ont des bacs, soit essayer d'en capturer, soit suivre la croissance des poussins. Et là, par exemple, c'est ce qu'on utilise pour capturer des adultes. Alors parfois, on arrive à les capturer dans les nids si les entrées de nids sont pas trop compliquées et qu'on arrive à passer la main. Mais la plupart du temps, on n'y arrive pas. Et du coup, pour les capturer, on pose des lassos sur les cailloux sur lesquels ils aiment bien se poser avant de rentrer dans leur terrier. Donc il faut un peu observer où est-ce qu'ils se posent, ensuite placer un lasso, attendre patiemment qu'il ait bien les 2 pattes au milieu du lasso. Et quand c'est bon, on peut tirer et espérer qu'on l'attrape. Donc il faut beaucoup de patience, mais c'est assez rigolo. Donc voilà un peu pour des images du terrain. Et puis maintenant, je vais vous parler des résultats qu'on a obtenus grâce à ce terrain. Alors d'abord, on va regarder ce qui se passe pour la recherche alimentaire. Et du coup, pour ça, on équipe les oiseaux de petits enregistreurs miniatures. Ça peut être des GPS à droite
ou à gauche, c'est un enregistreur de pression et de température. Donc ça nous permet de savoir à quelle profondeur les oiseaux plongent. Et la température, ça permet de savoir s'ils sont dans l'eau ou à la colonie, par exemple. Et ça, on leur laisse en général 2 jours. C'est juste attaché sur les plumes avec un scotch marin. Et quand on le retire, on l'enlève et ça abîme pas le plumage. La première étude, ça a été une étude avec des tracés GPS pour voir où est-ce qu'ils vont quand il y a de la glace ou quand il n'y a pas de glace au large de la colonie. On a eu de la chance de pouvoir faire des suivis 2 années où il y avait des conditions de glace contrastées. Et alors, ce qui est rouge, c'est qu'en gros, on parle de concentration de glace. En gros, c'est si on prend une surface donnée, c'est quel pourcentage de cette surface est recouverte par la glace. C'est pas, on a peut-être cette image de banquise qui est quelque chose de continu en partant d'une terre, mais en fait, là, c'est plutôt de la glace qui est en pleine mer, donc c'est plein de morceaux de glace qui sont distincts les uns des autres et qui bougent les uns par rapport aux autres. Et du coup, suivant le vent ou les courants, ça peut être plus ou moins concentré. Donc on utilise la concentration de glace pour mesurer est-ce qu'il y a beaucoup de glace ou pas beaucoup de glace. Donc là, quand c'est rouge, c'est qu'il y a beaucoup de glace, et quand c'est jaune, en gros, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de glace. Et la petite flèche, ça représente la colonie. Donc vous voyez qu'en 2012, il y avait beaucoup de glace au large de la colonie, et en 2024, pas de glace au large de la colonie. Alors, quand on a mis des GPS, on a trouvé ces résultats-là pour 2012. Donc ça ressemble vraiment aux figures que je vous ai montrées dans l'introduction. On a vraiment des oiseaux qui ont l'air d'aller vers la glace pour se nourrir. Alors, là où c'est écrit glace et où le fond est blanc, c'est quand c'est supérieur à 80% de glace, c'est-à-dire qu'en gros, il y a vraiment beaucoup de glace. Et quand c'est un peu plus transparent, c'est qu'il y a moins de 80% de glace. Et en gros, plus on s'éloigne de la zone qui est blanche, moins il y a de glace, parce que ça va de 80 à 0% si on part dans la zone où il n'y a pas de toute glace. Donc là, ça donne l'impression qu'ils vont dans des zones où il y a quand même beaucoup de glace. Et en fait, quand on a fait la même étude en 2014, on s'est rendu compte que les oiseaux allaient au même endroit, alors qu'il n'y avait pas de glace en 2014 à cet endroit, ou vraiment très très peu. Donc ça nous a un peu interpellés. Et en fait, on s'est rendu compte que cet endroit, c'était aussi un endroit où il y a le talus continental. En fait, le talus continental, c'est les traits qu'on voit en dessous, ça représente la bathymétrie. Et c'est l'endroit où le plateau continental plonge. Et du coup, il y a vraiment une pente dans les fonds marins à ces endroits-là. Et ça peut être un endroit où il y a des courants particuliers. Donc, notre hypothèse, c'est plutôt qu'ils vont rechercher ce talus continental parce qu'il doit y avoir des courants ou quelque chose qui fait que les proies sont davantage disponibles à cet endroit-là. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les mergules nains parce que ça veut dire que finalement, s'il n'y a pas de glace, ils vont quand même trouver des conditions favorables à cet endroit-là pour se nourrir. On peut aussi s'interroger sur est-ce qu'en 2014, ils avaient quand même assez de nourriture pour nourrir leurs poussins. On a remarqué que c'était des proies différentes de 2012. Il y avait un peu moins d'espèces qu'on trouve dans la glace normalement. Mais on n'a pas trouvé de différence en termes de croissance des poussins. Donc ça veut dire qu'ils arrivaient quand même à trouver de la nourriture pour élever leurs poussins comme d'habitude. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les mergules. Après, on s'est intéressé du coup aux plongées. Là, on a pu regarder davantage d'années et on s'est rendu compte, donc sur ces graphiques, vous avez en bas la proportion de glace. Plus vous êtes vers la droite, plus il y a de glace en gros. Et là, on regarde la profondeur de plongée. Donc j'aurais dû faire le graphique à l'envers en fait, parce que plus c'est haut, plus il plonge profond. C'est pas très logique. Mais du coup, ce qu'on voit ici, c'est que quand il y a beaucoup de glace, donc quand on est à droite, ils font des plongées moins profondes. Et quand il n'y a pas de glace, ou très peu, ils font des plongées beaucoup plus profondes. Il y avait aussi un impact sur la durée des plongées. Les plongées peu profondes étaient plus courtes aussi, et les plongées plus profondes étaient plus longues. Et il y avait aussi une différence du nombre de plongées par jour. Quand ils font des plongées plus courtes et moins profondes, ils font aussi plus de plongées par jour. Donc ça, on peut s'interroger du coup sur, pareil, est-ce que ça a des impacts sur les oiseaux, parce que c'est quand même plus coûteux d'aller faire des plongées plus profondes
que si on plonge juste sous la glace. Alors oui, les plongées peu profondes, en fait, c'est probablement parce qu'ils vont pêcher juste sous la glace. En fait, il y a vraiment... là, on a 2 exemples d'oiseaux où on a pu récolter à la fois des données sur les plongées et les proies qu'ils ont ramenées à leurs poussins simultanément. Donc le premier mergule, c'était un mergule une année où il n'y avait pas de glace et il faisait beaucoup de plongées très profondes, environ 20 mètres, enfin 15-20 mètres. Et il avait dans sa poche sublinguale seulement des copépodes. Et le deuxième mergule, vous voyez que la plupart des plongées elles sont très peu profondes, entre 0 et 5 mètres. Il y a quelques plongées un peu plus profondes. Et cet oiseau-là, il avait principalement des Aphirusa glacialis, qui sont les amphipodes qu'on retrouve sous la glace de mer. Donc probablement que les années où il y a beaucoup de glace, ils font des plongées plus courtes et moins profondes parce qu'ils vont manger juste sous la glace, alors que quand c'est des plongées, quand il n'y a pas de glace, ils sont obligés de plonger plus en profondeur pour trouver leur proie. Là, c'était juste une illustration des amphipodes qu'on peut voir sous la banquise. Donc, on peut se poser la question, du coup, est-ce qu'il y a des changements de régime alimentaire quand il y a des changements de concentration de glace? Et puis aussi, quelles sont les conséquences sur les poussins? Alors, pour le régime alimentaire, ce qu'on fait, c'est qu'on récolte des échantillons de poches sublinguales et ensuite on les regarde à la loupe binoculaire pour identifier les différentes espèces. Et on a vu qu'il y avait effectivement des changements avec la quantité de glace. Donc les espèces associées à la glace, c'est les amphipodes dont je parlais juste avant. On a bien moins de ces espèces quand il y a moins de glace. Alors oui, c'est peut-être pas très logique, mais quand on va vers la droite, cette fois, c'est qu'il y a moins de glace et que la température augmente. Donc c'est un peu l'inverse des graphiques de juste avant. Mais du coup, quand il y a moins de glace, il y a moins d'espèces associées à la glace. On s'attendait à ça. Il y a aussi moins de Calanus hyperboreus, qui est la plus grosse des espèces et qui vit dans la glace. On s'attendait également à ça. Par contre, on a observé plutôt une augmentation des Calanus glacialus, qui est l'espèce intermédiaire, et des Calanus finmarchicus, qui est l'espèce qui est normalement plutôt dans les eaux chaudes. Donc ça, c'était plutôt contraire à ce à quoi on s'attendait. Mais en fait, ça peut s'expliquer parce que ici, vous avez les températures et l'abondance des 3 espèces dans l'ordre où elles apparaissent sur la gauche. Et en fait, on se rend compte que les températures auxquelles on est au Groenlandais, c'est entre -2 et 2 degrés. Donc, on est encore sous l'optimum de température pour les Calanus finmarchicus. Donc, en fait, on n'est pas à des augmentations de température telles que ces finmarchicus qui dominent. Donc voilà, on avait bien des variations, en tout cas de la nature des proies données aux poussins en fonction de la quantité de glace qu'on observait. Et donc la question qu'on se pose après, c'est est-ce que ça a des répercussions sur la croissance des poussins et sur est-ce que les adultes vont bien ou pas, sont en bonne condition corporelle ou pas. Alors, pour suivre la croissance des poussins, ce qu'on fait, c'est qu'on a des nids qu'on suit tous les 2 jours. Tous les 2 jours, là, j'essaie d'attraper le poussin dans le nid. Et ensuite, on le pèse et on le mesure. Et quand on regarde la courbe de croissance, en fait, la plupart des années, il n'y a pas de changement. Donc si on regarde en orange, c'est la moyenne 2005-2014. En gros, toutes ces années-là, la croissance des poussins, elle est très très similaire et on ne voit pas de différence interannuelle. Donc a priori, les changements de proie qu'on observait entre les années, ça n'avait vraiment aucun impact sur la croissance des poussins. Donc disons que les mergules, ils arrivent à se débrouiller avec les proies qu'ils trouvent et pour l'instant, ce n'est pas un problème pour eux qu'il y ait moins de glace dans leur environnement. Ils arrivent à élever leurs poussins. Alors, il y a juste une année, l'année 2015, où on a vu des différences. Donc, je l'ai mise en bleu là sur la courbe. Cette année-là, il y a eu beaucoup de tempêtes. Il y a eu exactement en fait 3 périodes de tempêtes pendant l'élevage du poussin, qui sont représentées par les flèches ici. Et en fait, on s'est rendu compte que quand il y avait ces tempêtes-là, le vent était tellement fort que les adultes n'arrivaient plus à rentrer à la colonie pour nourrir les poussins. Donc c'est vraiment le seul moment où on a vu un impact direct sur la croissance des poussins, c'est en raison des tempêtes.
Et ça, c'est quelque chose qui a été... des études qui ont été poursuivies ensuite. Il y a actuellement un doctorant qui travaille là-dessus. Et il a montré qu'il y avait effectivement une augmentation des tempêtes au Groenland. Ça, c'est quelque chose qui est connu des effets des changements environnementaux, des changements climatiques. C'est que ça va augmenter les tempêtes. Alors ça a des conséquences pour les oiseaux, comme on peut le voir ici, mais aussi pour les humains. Par exemple, les ouragans qu'il y a eu dans les Caraïbes récemment, on sait qu'ils vont être de plus en plus forts, les ouragans. C'est quelque chose qui est connu en raison des changements environnementaux. Et du coup, ça a des impacts directs sur les humains aussi, et sur, bien sûr, aussi les écosystèmes. Et là, c'est quelque chose que nous, on a pu mesurer au Groenland, en tout cas sur les mergules nains. Et le travail du doctorant qui travaille dessus actuellement, il a montré qu'il y avait effectivement plus de tempêtes au Groenland. Et il a aussi montré que il y avait cet effet. C'est vraiment quand il y avait des tempêtes qu'il y avait des années où la croissance des poussins n'était pas bonne, quoi. Mais en tout cas, pour l'instant, on n'a pas vu d'effet de la glace ou de changement de température de la mer sur les oiseaux. C'est vraiment seulement les tempêtes qui peuvent les impacter. Alors là, je vous ai parlé des poussins, mais on peut aussi regarder la condition corporelle des adultes. Alors comment on mesure ça? C'est vraiment, on regarde la taille de l'oiseau, la masse de l'oiseau et on le corrige avec sa taille. Donc ça nous permet de savoir s'il est plutôt costaud ou plutôt maigrichon, en gros. Et ce qu'on a trouvé, c'est que la condition corporelle, elle était plutôt meilleure quand il y avait moins de glace. Donc ça, c'est pareil, c'était un peu contre-intuitif. On s'attendait plutôt à l'inverse parce qu'on sait que c'est une espèce qui aime bien la glace. Mais en tout cas, au Groenland-Est, ils avaient l'air d'aller un peu mieux quand il y avait moins de glace. Alors, il faut garder en tête aussi qu'on est dans un environnement froid. Je vous ai dit qu'au Groenland-Est, il y a ce courant est-groenlandais qui amène des eaux froides de l'Arctique. Donc les variations qu'on observe, ça reste dans des gammes froides pour cet oiseau, on va dire. Parce qu'il y a des endroits où il se porte bien, mais où il y a des températures encore plus chaudes que ça. Donc si je reprends les hypothèses que j'ai faites au départ, la première, c'était que le comportement de recherche alimentaire est plastique, qu'ils arrivent à s'adapter, c'est pas l'adaptation au sens strict, parce en évolution, l'adaptation, c'est quand c'est dû à des variations génétiques qui sont dues à des pressions évolutives, on va dire. Donc là, c'est plutôt de la plasticité. Ils sont capables de se débrouiller en fonction des conditions qu'ils rencontrent. On a bien vu aussi qu'il y avait une modification du régime alimentaire. Et puis notre troisième hypothèse, c'était qu'ils n'étaient pas encore impactés au niveau de leur succès reproducteur et de la condition corporelle. Et ça, en fait, cette hypothèse, on ne l'a pas validée parce qu'on a vu que la condition corporelle, elle est variée légèrement quand il y avait des conditions sans glace. Et puis, on a vu que la croissance des poussins pouvait aussi être impactée par l'impact des tempêtes. Quand il y avait des tempêtes, il y avait une moins bonne croissance des poussins. Donc voilà un peu pour ce qui se passe en été. Maintenant, je vais aller plus rapidement parce qu'on a moins de résultats, mais je vais parler un peu de ce qui se passe en hiver. Parce que c'est aussi important quand on veut comprendre les impacts des changements environnementaux sur une espèce, de savoir ce qui se passe sur tout le cycle de vie. Là, on a regardé que ce qui se passait en reproduction, mais c'est important si par exemple les conditions en hiver sont pas du tout optimales pour eux, ça peut aussi impacter leur survie et leur reproduction future. Alors, pour suivre la survie des oiseaux, on utilise une méthode qui s'appelle la capture, marquage, recapture. Et en gros, ça consiste à capturer un oiseau, le marquer ici avec des bagues couleurs. Et ensuite, la recapture, elle se fait visuellement. Une fois que les oiseaux sont marqués, il suffit d'avoir une paire de jumelles et puis de les observer. Alors, chez certains oiseaux, on utilise une bague avec un code écrit dessus, avec des lettres et des chiffres, par exemple. Mais comme les mergules sont petits, c'est difficile de lire des codes. Donc, du coup, on met des combinaisons de couleurs, comme vous pouvez voir ici. Et puis, il y a toujours une bague métal qui, elle, a un numéro unique. Mais du coup, on fait une combinaison de 3 bagues couleurs et d'une bague métal. Et chaque combinaison est unique. Alors là, je vais vous montrer une petite vidéo. Ça, c'est pris au Svalbard. Mais pour vous montrer un peu mon travail, quand je suis sur le terrain, ça consiste à arriver à lire tous les codes que je vois.
Alors, c'est pas facile parce qu'il y en a plusieurs qui ont des bagues. Parfois, ils sont couchés, donc on n'a pas le temps de lire les bagues. Parfois, on voit qu'une patte, il faut attendre qu'ils se retournent. Mais c'est pareil, avec un peu de patience, on y arrive. Parfois, il y a un goéland qui passe aussi et ils s'envolent tous, alors il faut attendre qu'ils reviennent se reposer. Alors, une fois qu'on a en gros, chaque année, on va savoir quels individus on a vus une année et quels individus on a dans notre population. Et ça nous permet de faire des calculs pour savoir lesquels ont survécu. Alors, c'est des calculs un peu complexes parce qu'en fait, c'est plutôt des probabilités de survie. Parce qu'il peut y avoir des individus qui ont survécu mais qu'on n'a pas vus. Parce que, je sais pas, ils vont pas être là une année puis ils vont être là l'année d'après. Mais l'idée, c'est qu'en faisant ces calculs, on arrive à savoir un adulte, quelle est sa probabilité de survivre d'une année sur l'autre. Et puis, on a... donc là, par exemple, c'était les données du Groenland. On voit qu'il y a 2 années, en 2007 et en 2013, où la survie hivernale est un peu moins bonne. Donc on se pose la question, comment on peut relier ça avec les conditions qui sont rencontrées en hiver ? Et pour ça, on a besoin de savoir où sont nos oiseaux en hiver, pour savoir exactement les conditions qu'ils ont rencontrées. Et pour faire ça, on utilise des petits capteurs. Alors, on ne pourrait pas leur mettre un GPS parce que c'est beaucoup trop gros pour un petit oiseau comme ça. Donc, on utilise ce qu'on appelle des géolocateurs. C'est vraiment tout petit, donc on peut le mettre, vous voyez là, sur une bague sur la patte de l'oiseau. Et ça enregistre en fait la lumière. Ça va enregistrer toutes les 10 minutes est-ce qu'il y a de la lumière ou pas. Et ça nous permet de savoir, ça nous donne une position de l'oiseau. En fait, avec la durée du jour, ça nous permet de savoir la latitude. Et avec l'heure du lever, du coucher du soleil, ça nous donne, plutôt l'heure du midi solaire et du minuit solaire, ça nous donne la longitude. Alors, c'est pas du tout aussi précis qu'un GPS. On estime qu'il y a une erreur d'environ 200 km. Mais pour nous, c'est déjà super de savoir à 200 km près où sont nos oiseaux. Et puis, on peut aussi en mettre... quand on équipe beaucoup d'oiseaux, ça nous permet aussi de diminuer un peu... de contrebalancer le fait que chaque géolocateur n'est pas très précis. Alors, les oiseaux qu'on équipe au Groenland Est, quand on est en plein hiver, ils vont se retrouver ici. Ils vont être en gros au large de Terre-Neuve. Et du coup, une fois qu'on sait ça, on peut extraire les données environnementales qu'on trouve à ces endroits-là. Donc, par exemple, on peut avoir la température de la mer, la vitesse du vent, ou encore la concentration de glace. Alors, il n'y a pas vraiment de glace là où ils sont en hiver, mais ça pourrait être une des variables qu'on regarde. Et puis ensuite, on essaie de faire le lien entre la survie et ces conditions-là. Alors, pendant ma thèse, on n'a pas trouvé de lien direct entre les conditions environnementales et directement la survie. Alors, souvent, c'est assez complexe d'avoir une relation parce qu'il y a plein de paramètres différents qui vont impacter la survie. On ne peut pas faire des modèles avec trop de variables environnementales en même temps. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien, c'est juste que statistiquement, ce n'est pas évident de montrer qu'il y a un lien entre la survie et les conditions rencontrées. Donc idéalement, il faudrait refaire ça avec davantage de données. On sait aussi quand même qu'en 2013, là, c'est une année où, en gros, c'est l'hiver 2012-2013, il y a eu un échouage massif de mergules au large des côtes américaines. Et ça, en général, quand il y a des échouages massifs, c'est que les oiseaux n'ont pas assez à manger. Enfin, on peut voir sur les carcasses qu'ils sont en mauvaise condition physique, qu'ils ont les estomacs vides. Et ça, c'est quelque chose aussi qui a été un travail qui a été poursuivi. Et il y a une étudiante en thèse qui a fait sa thèse après moi qui a montré qu'il y avait un impact des tempêtes hivernales sur les oiseaux. En fait, quand il y a trop de tempêtes en hiver, les oiseaux n'arrivent plus à se nourrir. Et là, c'est leur propre condition corporelle qui est impactée. Et puis, dernier point, ça nous permet aussi de faire le lien avec les polluants. Ça, c'est une étude sur les mergules qui a montré... donc, chaque position, c'est la position médiane de l'oiseau en hiver. Et la coloration, ça donne la concentration en mercure de l'oiseau. Donc là, on peut voir que les oiseaux qui sont plutôt au large de Terre-Neuve, ils ont une concentration en mercure qui sont un peu plus élevées que les oiseaux qui sont à des plus hautes latitudes. Et ça pourrait s'expliquer par le fait qu'ils sont un peu plus proches des activités humaines dans ces zones-là.
Mais en tout cas, voilà, ça permet de relier à d'autres informations la localisation avec les polluants ou d'autres choses. Donc, on a vu avec ça que c'était important de prendre en compte tout le cycle de vie et pas juste ce qui se passe en été, parce que ce qui se passe en hiver, ça peut aussi impacter le reste du cycle de vie. Et puis, c'est important de construire des modèles plus complexes qui vont pouvoir intégrer davantage de paramètres. Donc là, par exemple, la survie, quand j'ai fait ma thèse, on avait 10 ans de recul, donc c'est pas énorme, ça permet pas de mettre beaucoup de paramètres dans le modèle. Là, on pourrait les refaire avec une vingtaine d'années de données et du coup, ça nous permettrait d'avoir des résultats statistiques qui seraient un peu plus robustes. Et on aurait peut-être des variations avec des paramètres environnementaux. Alors, avant de finir mon exposé, je voulais vous parler d'un dernier point, c'est la contamination des oiseaux par les microplastiques. Ça, c'est quelque chose, en fait, quand je regardais les régimes alimentaires des oiseaux, je me suis rendu compte qu'il y avait du plastique. Et du coup, on a voulu quantifier ça et puis voir si ça pouvait avoir un impact sur les oiseaux. Alors, le plastique, c'est quelque chose sa production a augmenté de manière exponentielle depuis le début du plastique dans les années 50. Là, le graphique va jusqu'aux années 2010. J'ai mis les valeurs pour 2024. Vous voyez que c'est encore en train d'augmenter. Et on estime qu'environ 10% de ces plastiques arrivent dans les océans par divers moyens. Et du coup, une fois qu'il est dans les océans, il va se passer plusieurs choses. D'abord, il va être redistribué. Avec les courants marins, on va avoir des agrégations de plastique dans certaines zones. Ça correspond en fait aux gyres océaniques. Ça va être les endroits autour desquels les courants océaniques vont circuler. Donc c'est ça qu'on retrouve dans l'Atlantique, le Pacifique et l'océan Indien. Et puis il y a aussi une action de fragmentation. Les plastiques, avec l'action des vagues, de la lumière, vont se dégrader. Et on parle de microplastiques quand la taille va être inférieure à 5 mm. Et jusqu'à il y a peu d'années, en fait, on n'avait pas trop d'idée de quelles étaient les concentrations de plastique en Arctique. Et puis, il y a eu quelques études à la fin des années 2010 qui ont montré qu'en fait, il y avait énormément de plastique en Arctique. On en retrouvait dans les océans. En fait, ils sont entraînés par les courants marins, donc notamment le Gulf Stream qui remonte vers le nord, et ils vont aller s'accumuler en Arctique, dans les eaux, mais aussi dans la banquise. Il y a cette étude qui a montré qu'en fait, il y avait des concentrations énormes dans la glace. Et ça, c'est un processus physique. En fait, quand la glace va se former, ça va piéger les particules de plastique à l'intérieur de la glace. Et puis, il y a aussi des études qui ont montré qu'il y en avait même dans les sédiments profonds en Arctique. Donc, en fait, même si ce n'est pas des plastiques qui sont produits en Arctique, il y en a quand même énormément et partout, même en Arctique. Au niveau des oiseaux marins, on sait que les microplastiques sont consommés principalement par les oiseaux marins qui se nourrissent en surface, parce que souvent les plastiques vont flotter et ils confondent ça avec des proies. Il y a notamment le fulmar boréal, qui est un oiseau qui sert de bioindicateur en fait pour les microplastiques. Le fulmar boréal, on le retrouve, sa répartition, il y en a jusqu'à Ouessant, il me semble qu'il y a quelques couples à Groix aussi, et on le retrouve jusqu'en Arctique. Et c'est un oiseau qui va vraiment se nourrir exclusivement en surface et qui est du coup très impacté par les plastiques. Il sert d'indicateur, c'est-à-dire que quand il y a des carcasses de fulmar qui sont retrouvées sur les côtes, elles sont analysées et on regarde combien de plastique il y a dans les estomacs des oiseaux et ça nous permet d'avoir un suivi des quantités de plastique dans tout l'Atlantique Nord. Et voilà, on sait que c'est plutôt les espèces de surface qui sont impactées par les microplastiques. Donc du coup, pour les mergulins, on s'attendait à ce que... Donc on a regardé à la fois les plastiques dans leur environnement et dans les poches sublinguales, la nourriture qu'ils ramènent à leurs poussins. On s'attendait à ce qu'il y ait du coup une forte pollution dans les échantillons de la mer, collectés en mer, parce qu'on sait qu'il y a des plastiques en Arctique. Et par contre, on s'attendait à ce qu'il n'y en ait pas trop dans les oiseaux, parce que ce n'est pas des oiseaux qui se nourrissent en surface. Donc a priori, on ne s'attendait pas à ce qu'il y en ait trop dans les oiseaux. On a regardé à la fois des échantillons prélevés en mer et des échantillons de poches sublinguales. La première étape, c'était de regarder au microscope et puis d'isoler ce qui ressemblait à du plastique.
Et ensuite, on utilise un appareil, c'est un spectromètre, qui permet de vérifier si ce qu'on a observé, c'est bien du plastique, et ça nous donne aussi le type de polymère que c'est. Et donc, comme on l'attendait, on a retrouvé des concentrations de microplastiques assez importantes, qui sont comparables à d'autres études qui ont été faites à peu près au même moment. Donc même si on est loin de toutes les sources de pollution, même si les eaux qui sont au large de notre colonie elles viennent de l'Arctique, avec ce courant qui descend de l'Arctique vers le sud, on a quand même des concentrations assez importantes de microplastiques. Et on a retrouvé des microplastiques dans toutes les poches sublinguales. C'était principalement des filaments, et en moyenne, il y en avait 9,6 par poche sublinguale. Donc c'était assez étonnant, puisqu'on s'attendait à ce qu'il y en ait peu, puisque ce sont des oiseaux qui se nourrissent en profondeur. Et puis il y a une autre chose qui nous a marqué aussi dans nos résultats, c'est qu'on n'avait pas la même proportion de plastique clair et foncé entre les échantillons de la mer et les échantillons des oiseaux. On avait beaucoup plus de microplastiques clairs dans les échantillons d'oiseaux que dans les échantillons de plancton, collectés en mer. Et du coup, une hypothèse qu'on a émise, qu'il faudrait vérifier, mais c'est probablement qu'ils les confondent avec leur proie. Parce que quand ils se nourrissent de copépodes, ils vont chercher des proies claires sur un fond sombre. Et du coup, les microplastiques clairs, ça pourrait imiter les copépodes, notamment les filaments, ça pourrait ressembler aux antennes de copépodes, par exemple, ou au contour du corps des copépodes. Donc voilà, notre hypothèse, ça pourrait être qu'ils vont aller les sélectionner en les confondant avec leur proie. Donc pour conclure sur cette partie microplastique, on a montré qu'il y avait une forte pollution aussi au Groenland-Est. C'était les toutes premières données qui étaient faites sur les microplastiques dans cette zone. Et c'est des valeurs qui sont vraiment comparables à l'Atlantique Nord, même si on est loin des sources de pollution. Et par contre, on n'a pas validé le fait qu'il y avait moins de microplastiques chez les mergules nains que chez les espèces qui se nourrissent en surface, parce qu'il y en avait beaucoup, et on pense qu'ils doivent les confondre avec leur proie. Donc c'est une nouvelle menace sur les écosystèmes arctiques, et c'est aussi quelque chose à surveiller. Donc finalement, pour conclure un peu mon exposé, je voudrais parler un peu des études à long terme. Là, pendant ma thèse, j'avais une dizaine d'années de données. Ça peut paraître beaucoup, mais en fait, à l'échelle des temps d'évolution, c'est vraiment très peu. Donc l'idée, c'est vraiment important de continuer ces études à long terme pour avoir davantage de recul et du coup d'avoir plus de puissance statistique pour détecter des changements plus fins. C'est aussi important d'avoir des protocoles standardisés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en fait qu'on a des personnes qui font la même chose d'une année sur l'autre et éventuellement qui font la même chose d'une colonie à l'autre. Parce que quand on a des protocoles standardisés, ça permet de comparer les années ou les colonies entre elles. Alors que si chacun fait son étude dans son coin, on peut récolter les données de manière différente et du coup ça peut être difficile après de comparer les résultats. Une autre chose aussi qui m'a interpellée pendant ma thèse, c'est parfois je me demandais est-ce qu'on étudiait bien les mergules à la bonne échelle de temps. En fait, là vous avez des données sur les baleines boréales. En fait, vous avez les années et puis le nombre de baleines boréales qui a drastiquement chuté avec la chasse à la baleine. Et pourquoi je parle de cette espèce ? C'est parce qu'en fait, elle mange aussi du zooplancton. Elle mange la même chose que les mergules nains. Du coup, on peut se poser la question, quand on étudie les mergules nains, est-ce que finalement, ils n'ont pas explosé quand on a enlevé leurs compétiteurs qui mangeaient les mêmes proies qu'eux ? Donc parfois, je me posais la question, est-ce que si on avait commencé notre étude sur les mergules dans les années 1700, par exemple, est-ce qu'on aurait observé les mêmes changements sur les oiseaux ? Parce qu'à l'époque, ils avaient sans doute beaucoup moins de proies disponibles, comme elles étaient aussi, ils étaient en compétition avec les baleines. Alors ça, c'est quelque chose qui est aussi en train d'être étudié par des chercheurs qui regardent les sédiments de lacs à proximité des colonies d'oiseaux et qui essayent de déterminer grâce aux sédiments est-ce qu'il y avait beaucoup d'oiseaux ou peu d'oiseaux pour pouvoir remonter plus loin dans les temps passés. Et puis l'autre chose qui est importante aussi, c'est que on étudie souvent des individus au sein d'une espèce,
Et l'idée, c'est d'être capable de regarder à plus grande échelle pour aller des individus à l'écosystème. Donc c'est important de pas seulement se baser, là on a regardé des choses que sur une espèce en particulier, mais d'être capable d'avoir une vision un peu plus globale de tout ce qui se passe dans l'écosystème. Alors ça peut être des collaborations avec des chercheurs qui travaillent sur d'autres espèces, et ça peut être aussi travailler en réseau pour justement standardiser les protocoles pour pouvoir comparer ce qu'on fait sur différentes espèces entre elles. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu la chance de pouvoir voir durant mon post-doctorat en Norvège. J'ai travaillé sur un réseau, alors je vais passer sur cette diapo puis je reviendrai sur celle d'avant, un réseau qui s'appelle le réseau Sea-Track. Et l'idée de ce réseau, c'est de suivre la migration des oiseaux marins de tout l'Atlantique Nord avec une approche multi-espèces. Et l'idée, c'est que tout le monde fasse les mêmes protocoles dans les mêmes colonies, enfin dans les différentes colonies, et ça permet du coup de pouvoir comparer les résultats entre espèces ou entre colonies et ça permet du coup de suivre aussi des espèces qui sont plutôt côtières, d'autres plutôt pélagiques, et puis des oiseaux qui vont manger en surface ou alors en profondeur. Donc d'avoir une vision beaucoup plus globale de tout l'écosystème. Et ça, c'est juste pour conclure une dernière étude qui montre l'impact des polluants. Il me semble que c'est le mercure encore. Oui. Là, c'est plutôt pendant la période de reproduction. Mais du coup, le fait d'avoir ces grandes études avec multi-espèces et tous les gens qui utilisent les mêmes protocoles, ça permet d'avoir une vision beaucoup plus globale de ce qui se passe. Avant, on aurait travaillé peut-être sur une colonie et une espèce, et maintenant, on peut avoir ces études à grande échelle. Donc ça, c'est vraiment, en tout cas, quelque chose que je trouve plaisant et positif dans mon domaine, c'est que tous les gens travaillent ensemble et on arrive à avoir des résultats à plus grande échelle. Je m'arrête là, je vois que l'heure tourne, ça va être l'heure des questions. Merci pour votre attention et j'attends vos questions. Je suis à votre disposition. Parfait. Moi, c'est une question, c'est par rapport, quand vous avez parlé des pontes, vous disiez qu'ils pondaient qu'un seul œuf par an, mais pour autant, ça fait partie des plus grands, des plus grands oiseaux marins au monde. Même avec une si petite pompe, comment ça se fait qu'ils soient aussi nombreux ? Alors, peut-être que vous avez entendu parler des stratégies R et des stratégies K, si vous êtes étudiant en biologie. En fait, il y a deux types de stratégies, on va dire. C'est des stratégies évolutives. Un exemple typique, c'est par exemple une mésange. Elle va vivre très peu longtemps, mais elle va faire énormément de pontes. Elle va pondre énormément d'œufs dans une ponte et elle peut faire plusieurs pontes par an. Donc ça, c'est ce qu'on appelle plutôt une stratégie R où on vit pas très longtemps, mais on essaie de maximiser l'effort de reproduction chaque année. Et les oiseaux marins, c'est plutôt des oiseaux qui ont une stratégie qu'on appelle K. C'est des oiseaux qui vont vivre longtemps, mais qui vont peu se reproduire chaque année ou avoir peu de jeunes produits chaque année. Donc les mergules, ils sont vraiment dans ce cas-là. Ils vont pondre un seul œuf par an, élever un seul poussin. Mais par contre, ils ont une durée de vie qui peut être assez longue. Je crois que c'est une vingtaine d'années l'âge des mergules, l'âge moyen. Et du coup, au cours de cette vie, ils vont pouvoir élever plusieurs poussins au cours de leur vie, quoi. Mais c'est vrai que comme les conditions en Arctique la période de reproduction est vraiment très courte, ils n'ont pas la possibilité de recommencer une reproduction s'ils ratent en cours de route parce que c'est trop tard et ils ne seront plus dans le pic de nourriture. Bonsoir. Vous avez parlé plusieurs fois du mercure. Alors j'aimerais savoir d'où il vient à l'heure actuelle, puisque je n'ai pas de date à vous donner, mais il me semble que l'usage du mercure pour les activités humaines est interdit depuis déjà de nombreuses années, ne serait-ce que pour les phares ou pour faire tourner les portes d'écluse. Alors d'où vient ce mercure, y compris nos thermomètres, hein? D'où vient ce mercure alors ?
Alors, je ne suis pas spécialiste des polluants, mais il y a quand même du mercure qui est produit par les activités humaines, les activités industrielles, même si le mercure en lui-même n'est plus utilisé, par exemple, dans les thermomètres, où il y a quand même certaines activités qui vont en produire. Donc c'est vraiment, vraiment lié, en gros, les endroits où il y a de fortes concentrations humaines, il va y avoir de la production de mercure. Mais je ne suis pas spécialiste, donc je ne pourrais pas vous répondre plus précisément. Mais disons que ce n'est pas lié directement à l'utilisation du mercure en lui-même, c'est plutôt d'autres utilisations qui font qu'il y a des relargages de mercure. Bonsoir. Moi, j'ai une question par rapport au système de marquage et aux bagues. Est-ce qu'elles sont retirées des oiseaux après? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que, même s'il y en a très peu, ça ne peut pas devenir une source de pollution plastique qui après sont mangées par les oiseaux? Alors oui, effectivement, on pollue en mettant des bagues aux oiseaux. L'idée, c'est qu'ils les gardent vraiment toute leur vie pour qu'on puisse les suivre d'une année sur l'autre. Donc on ne les retire pas. On a besoin de savoir jusqu'à quand ils vivent. Donc effectivement, une fois qu'ils meurent, c'est du plastique qui est relâché dans l'environnement. Sauf si parfois ça arrive qu'on retrouve les carcasses ou juste les pattes parce que l'oiseau a été mangé par un renard mais il a laissé les pattes. Dans ce cas, on les collecte, mais c'est très rare par rapport au nombre d'oiseaux qu'on bague. Bonsoir. J'avais une question. Est-ce que vous étudiez l'impact des ressources en nourriture liées à l'activité humaine? C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on pille les populations de krill, notamment dans les mers du Nord, pour se supplémenter en oméga 3 et autres composés. Est-ce que ça a un impact sur l'alimentation de ces oiseaux? Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de pêche de plancton dans les zones où vivent le mergule nain. Je pense que c'est plutôt, le krill qui est commercialisé, à ma connaissance, c'est plutôt dans l'hémisphère sud qu'il est prélevé. Et en tout cas, s'il y en a prélevé dans l'Atlantique Nord, je n'ai pas connaissance qu'il y en ait au large du Groenland, par exemple. Mais si vous avez des données là-dessus, ça m'intéresse. Merci. Merci, bonsoir. Donc j'ai remarqué que vous disiez qu'à chaque plongée, ils mangeaient un aliment à la fois. Donc c'est pas à chaque plongée. Non, alors je suis désolée si c'était pas clair. Ils vont faire une plongée et après ils vont manger les proies une par une, mais ils vont en manger plusieurs par plongée. Mais c'était par opposition à la baleine, par exemple, qui est filtreuse, où il y a pu y avoir certains oiseaux aussi qui sont filtreurs, où là ils vont... la baleine, par exemple, elle va prendre énormément d'eau et ensuite elle va recracher cette eau et filtrer le krill, ou le plancton, et donc empêcher beaucoup d'un coup. Mais les mergules nains, en fait, ils aspirent leur proie. Donc ils vont trouver un plancton et ils vont l'aspirer dans leur bouche. Mais du coup, c'est un par un, quoi. Et ça pose des questions. Si la taille des proies diminue, comme ils les prennent un par un, ils sont obligés d'en prendre beaucoup plus pour atteindre leur dépenses énergétiques. D'accord. Alors, je voulais aussi vous demander, donc, pour descendre à 15 mètres, en calories, qu'est-ce que ça représente par rapport à ces oiseaux de profondeur? Je ne pourrais pas vous répondre avec précision. Et donc, alors, une dernière chose, est-ce que on pourrait demander aux producteurs de plastique qui payent une taxe pour financer vos études de recherche? C'est intéressant, c'est une bonne idée. Non? C'était juste pour vous répondre. Il y a une activité intense de pêche de krill, puisque moi j'ai visité des usines en tant qu'acheteur de production d'huile à partir de krill qui sont en Norvège et en Suède, et ils s'approvisionnent localement. Ils ne vont pas aller chercher en Antarctique. D'accord, je ne savais pas du coup. Voilà. Ça fait longtemps, donc je n'ai plus les tonnages en tête, mais c'était très significatif. Mais est-ce que vous savez si c'est aux hautes latitudes Non, ça, je ne me rappelle pas leurs zones de capture. Mais... Parce que, je pense pas qu'ils aillent si haut, parce que c'est vraiment très haut. Mais bon, ça serait à vérifier.
Voilà. Bonsoir. Je voulais juste savoir comment vous vous étiez retrouvé à étudier le mergule nain en particulier. Est-ce que vous avez fait tourner une roue de la fortune des oiseaux pour en choisir un? Et ensuite, quand on est chercheuse et qu'on a choisi un petit peu une région géographique et une espèce d'oiseau, est-ce que dans votre carrière, vous allez avoir l'occasion de partir complètement sous d'autres latitudes et sur d'autres espèces? Ou est-ce que, du coup, vous êtes amené à travailler plutôt sur ce type d'espèce, cette zone géographique, tout au long de votre carrière? Alors, comment j'en suis arrivée au mergule? C'est une bonne question. Parce qu'il y avait ce programme qui existait et où il y avait des données qui étaient intéressantes. Donc, c'était un cadre intéressant pour une thèse. Et j'avais la chance d'avoir mon financement de thèse. Donc, j'ai pu aller, demander aux chercheurs si je pouvais faire une thèse avec eux. Ça, c'était une grande chance. Et oui, parce que ce programme existait depuis déjà une dizaine d'années et ils avaient beaucoup de données à analyser. C'est ça qui m'a intéressée. Et la deuxième question, c'était est-ce que je vais travailler sur les mergules toute ma vie? Alors, je continue à travailler dessus parce que j'adore cette espèce et que j'ai des collaborations encore en cours dessus. Et après, depuis que je suis à Rennes, je change aussi un peu mes espèces d'études. Donc, je travaille maintenant aussi sur d'autres espèces. Et j'aimerais bien aussi recentrer mon travail sur les oiseaux marins avec des espèces plus locales en travaillant en Bretagne. Une petite dernière question. Oui. Tout à l'heure, vous nous avez parlé des goélands. Donc, quand les mergules voyaient les goélands, ils fuyaient. Donc, est-ce que ça veut dire que le goéland est dangereux pour ces oiseaux ou pas? Et est-ce qu'il y a un rapport, enfin, est-ce que le vol des mergules pourrait s'assimiler au vol des étourneaux? Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Alors, les goélands qu'on retrouve là-haut, c'est des goélands bourgmestres et c'est effectivement des prédateurs des mergules. C'est d'ailleurs assez impressionnant parce que parfois on les voit les manger en vol. Enfin, ils les attrapent. Je ne sais pas s'ils les attrapent en vol, mais sans doute que si. Et après, en fait, s'ils ne le mangent pas tout de suite, ils se font attaquer par d'autres goélands qui essaient de leur voler le mergule. Et donc, parfois, on voit des goélands qui volent avec un mergule dans leur bec et les deux ailes du mergule de chaque côté du bec. Et ensuite, le mergule, on le voit passer dans le cou du goéland. Donc, c'est assez impressionnant. Il y a les goélands bourgmestres. Au Groenland, il y a aussi des grands corbeaux qui peuvent chasser les mergules. Et il y a aussi les renards polaires qui chassent les adultes. Et du coup, dès qu'il y a un de ces prédateurs dans la colonie, ils vont tous voler. Et je ne pense pas qu'ils volent exactement comme les étourneaux. En fait, ils vont faire des grands cercles comme ça au-dessus de la colonie. Et quand ils vont voir que ça redevient calme, ils vont se poser petit à petit dans la colonie. Mais ils ne vont pas faire des nuées comme les étourneaux. C'est vraiment juste circulaire pour pouvoir voir ce qui se passe au-dessus de la colonie avant de se reposer. Oui, effectivement, c'est aussi pour se protéger parce qu'ils sont moins vulnérables quand ils sont dans un groupe que quand ils sont tout seuls. Bonsoir, merci tout d'abord pour votre exposé. Vous avez évoqué à plusieurs reprises les courants marins. Avec toutes les modifications, les changements climatiques à venir, il s'avérerait que tous ces courants vont évoluer. Notamment, vous avez parlé du Gulf Stream, qui risque éventuellement de monter moins vers le nord et influencer toute la partie est du Groenland notamment. Est-ce que ça veut dire que dans quelques années, le mergule, on le verra beaucoup plus par chez nous, sachant qu'on est à la même latitude, grosso modo, de Terre-Neuve, dont vous avez aussi évoqué plusieurs fois les mergules à ce niveau-là? Donc j'imagine que vous parlez plutôt de l'hiver, de la partie hivernale. Alors, je pense que
ça sera plutôt pas le cas parce qu'ils utilisent aussi les vents, enfin les courants marins et les vents pour se déplacer en migration. Du coup, les oiseaux qui viennent du Groenland ou du Svalbard, ils vont plutôt aller migrer vers l'ouest que vers l'est. Donc, en tout cas, les oiseaux vraiment de Svalbard et Groenland, je pense vraiment pas qu'on en verra chez nous parce que c'est pas vraiment sur leur route de migration. Mais il y a effectivement des mergules qui hivernent en mer du Nord, plutôt vraiment au sud de la Norvège, entre la Norvège et le Danemark. Et ça, c'est des populations. On sait qu'il y a des mergules là en hiver, mais on ne sait pas du tout d'où ils viennent. En tout cas, ils ne viennent pas des colonies qu'on a échantillonnées jusque-là en Arctique. Il y a quelques données aussi de Terre François-Joseph. Donc, c'est un archipel qui est encore plus au nord et à l'est du Svalbard. Mais même ces oiseaux-là, ils ne vont pas là en hiver. Donc, ceux-là, on ne sait pas d'où ils viennent. Mais c'est en cours d'investigation aussi. Mais effectivement, peut-être que si c'est plus froid à l'est, peut-être que cela redescendrait un peu plus vers chez nous. Mais je ne peux pas répondre avec certitude. Eh bien, bonne soirée. Et merci Françoise encore d'être venue ce soir. Merci à vous.